Attends, est-ce que vous pouvez recommencer? C'est juste que comme ça, les journalistes ils pourront avoir tout le nom de tout le monde. Donc, est-ce que vous pouvez me donner votre nom, prénom et fonction, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Justin Materania. Je suis le président de la communauté congolaise du Canada. Comment ça s'appelle, Materania? Je vais épeler, c'est Materania. D'accord, merci. Alors, je suis accompagné par mes deux collègues, le vice-président qui va se présenter et puis le chargé de communication, monsieur, il va aussi se présenter. Donc, moi, mon nom c'est Michel Kinoumbe, vous le voyez écrit sur mon écran. Je suis le président directeur général de la communauté congolaise du Canada. J'habite dans la ville de Sherbrooke. Jacques Moussa, nous avons déjà eu à échanger avant cette interview. Okay. Donc, je vais vous poser donc plusieurs questions sur le conflit. Vous pouvez, si un seulement pouvait répondre aux questions, donc vous pouvez voir entre vous après qui veut répondre à cette question. Ma première question, donc, c'est que je vais vous la poser à vous, Justin, en tant que président en fait de l'association communautaire congolaise. Comment vous percevez la situation là, qui se passe au Congo? En fait, la situation qui se passe au Congo actuellement, c'est une situation qui est triste. Une situation qui est triste à tous les niveaux. D'abord, au niveau de la population qui vit cette agression, qui sont chassés, qui sont tués, et qui sont maltraités chez eux. Mais aussi triste pour nous, diaspora ici, puisque sur le plan stress, sur le plan psychologique, sur le plan angoisse, ça nous affecte énormément et directement, puisque nous avons de la famille là-bas, qui se retrouvent, ils sont jetés dehors ou ils sont tués. Alors, la situation est pénible et pour la population au Congo et pour nous ici, citoyens canadiens et canadiennes qui vivent ici au Canada. Et comment ça se passe alors? J'imagine il y a beaucoup de membres de l'association qui ont de la famille donc au Congo. Est-ce qu'ils sont en contact avec eux? Ils prennent des nouvelles? Comment ça se passe la communication? Et il y en a, oui, la communication d'abord est très, très, très difficile. Puisque s'il arrive puisqu'il y en a qui ont été chassés de leur maison et qui sont dans des brousses, donc ces gens-là, c'est difficile de pouvoir les rejoindre. Donc, on n'a pas de ces nouvelles-là. Alors, comme il y en a aussi qui sont pour le moment, les affaires ne marchent pas, alors le fonctionnement des téléphones, même si on a des technologies actuellement, mais ce n'est plus facile puisque la communication avec la famille, et c'est ce qui augmente le stress et l'angoisse de nous qui sommes ici. Alors, il y en a, oui, il y en a qui sont en contact avec les membres des familles, mais il y en a d'autres qui n'ont pas de nouvelles, comme il y en a qui ont perdu, il y en a dont ils ont perdu les membres des familles. Je pourrais peut-être laisser aussi au vice-président et à chargé de communication d'ajouter quelque chose sur ce point-là. Oui, on vit la situation assez difficile, comme vous le savez, c'est une agression d'un autre pays sous forme de rébellion dans un autre. Et ça fait 30 ans que ça dure et que cette situation est connue mondialement et est même nommée une guerre oubliée en Afrique. Ça fait beaucoup de morts et c'est une guerre depuis 3 décennies, mais il y a des épisodes où un peu ça fait un peu des moments de tranquillité et un autre moment ça se réveille comme actuellement où ces agresseurs tentent d'occuper une grande cité de l'Est de la République démocratique du Congo. Et évidemment, beaucoup de Canadiens d'origine congolaise ici viennent de cette partie-là. Et depuis une semaine, il y a une coupure d'électricité, coupure d'eau. Donc, les gens vivent assez difficilement. Et c'est pour cela que la situation est assez dramatique. Certains d'entre nous tentent de rejoindre leur famille. Possiblement oui, d'autres non, n'ont pas de nouvelles.
Donc, c'est ça qui augmente notre inquiétude, comme a dit mon prédécesseur, mais c'est une situation qui nous préoccupe étant donné que la guerre a trop duré. Et est-ce que votre association, par exemple, elle essaie de travailler avec le gouvernement pour aider en fait ces gens-là, enfin votre famille qui est par exemple. Oui, absolument. Nous, notre communauté ou notre association, du moins bien sûr, depuis comme le vice-président l'avait dit, ça fait plus de 30 ans que cette guerre existe. Cette guerre imposée, parce que les Congolais ne sont pas partis chercher cette guerre-là, c'est une guerre qui a été imposée à eux. Alors, on essaye de faire, nous avons toujours des réunions avec les gouvernements du Canada, notamment avec Affaires mondiales Canada, mais aussi avec, c'est un certain moment avec l'immigration. Et oui, nous cherchons toujours à faire convaincre les Canadiens à pouvoir être du côté de la population, puisque c'est la population qui souffre. Nous savons que le Canada, à travers le développement international, aide à un certain moment, mais nous pensons que cette aide-là n'arrive pas directement vraiment à la population. Et alors, puisqu'il y a trop vous le savez, il y a trop de bureaucratie qui passe avec les gros ONG. Et là, ça arrive peut-être l'argent ou l'aide que le gouvernement canadien donne à cette population-là. Des fois, ça n'arrive pas. Des fois, ça arrive à une petite échelle. Donc, oui, actuellement, nous sommes en train, depuis que cette guerre a été déclenchée de nouveau, même si ça existe depuis très longtemps, nous sommes en contact toujours avec avec les membres du gouvernement, notamment les députés dans nos régions, mais aussi des ministres. Nous avons déjà envoyé des lettres, nous avons déjà écrit des mémos, des lettres, où nous donnons le point de vue des Congolais et la souffrance de la diaspora congolaise face à cette situation-là. Oui, nous essayons, mais est-ce que nous avons la réponse satisfaisante du gouvernement? Des fois, c'est non. Des fois, c'est mitigé. Et alors, évidemment, c'est ça. Bon, je pourrais peut-être laisser aussi au vice-président de pouvoir ajouter quelque chose là-dessus et le chargé de communication. Oui, on cherche toujours les solutions les plus adéquates avec notre gouvernement canadien. Mais évidemment, on n'a pas souvent la possibilité de rencontrer les ministres avec lesquels on pourrait bien échanger, faire expliquer nos doléances et exprimer nos besoins. On est souvent laissé aux fonctionnaires d'Affaires mondiales Canada qui, de leur côté, ne sont peut-être pas en position de décision pour nous donner satisfaction à nos besoins. Comme pour le cas actuel, la situation est arrivée. Nous, on veut mieux comprendre quelle est la position du Canada vis-à-vis de cette guerre qui nous est imposée. Est-ce qu'il est du côté de la population ou il est du côté de l'agresseur? Parce qu'étant donné qu'on n'a pas la possibilité de parler aux acteurs principaux, nous avons la crainte que, comme Canadiens, nous soyons dotés d'être derrière les agresseurs. Et donc, nous voudrions avoir des réponses beaucoup plus claires et nous voudrions vraiment rencontrer la ministre des Affaires étrangères pour échanger avec lui et lui exprimer toutes nos doléances et nos besoins vis-à-vis de cette agression et également comprendre la position du Canada qui pourrait nous aider à mener des actions les plus concrètes sur le terrain. Autre question, est-ce que vous pensez qu'une paix durable est possible entre la RDC et le Rwanda? Et si c'est possible, ce serait quoi les conditions nécessaires à votre avis? Bon, une paix durable entre les deux pays, il faut que le Rwanda quitte la République démocratique du Congo. Il cesse son agression. Et on n'a jamais compris les raisons de cette agression. Nous, lorsqu'on remonte le temps, on voit qu'on est victime de notre hospitalité, d'avoir accueilli en 1994, à la demande de la communauté internationale, nous avons accueilli les réfugiés rwandais
Et cela nous a occasionné des situations actuelles où le président actuel du Rwanda, Kagame, prétend venir au Congo poursuivre les génocidaires. Et vous vous imaginez, ça fait 30 ans que ces génocidaires sont arrivés ici à l'âge adulte. Et à quel âge ils seraient aujourd'hui qu'ils peuvent continuer à s'organiser pour combattre au Rwanda? On a démontré, notre gouvernement, par son ministère des Affaires étrangères, a démontré cela aux affaires à l'ONU, au Conseil de sécurité, pour dire, démontrez-nous à quel moment le Rwanda a été même une seule fois menacé, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais été menacés par ces anciens génocidaires qu'ils prétendent qu'ils sont au Congo. Donc, il n'y a aucune menace visible. Mais notre pays d'origine est agressé depuis plus de 30 ans, soi-disant qu'ils sont en train de poursuivre les génocidaires. Au contraire, nos ressources minières sont en train d'être pillées, torpillées et volées. Nos populations sont massacrées, les femmes sont violées, les enfants sont utilisés. Et vous comprenez que ce n'est plus la chasse aux génocidaires, c'est vraiment de l'agression, du pillage et du vol. Mais il faut aussi ajouter peut-être un autre élément aussi, quand vous demandez est-ce que la paix est possible, oui, la paix est possible, mais il faut aussi qu'il y ait aussi la volonté de la communauté internationale. Et nous, comme Canadiens d'origine congolaise, nous avons l'impression que la communauté a lâché notre pays de naissance. Et c'est ça l'impression que nous, on a, puisqu'on ne peut pas s'imaginer comment un petit pays comme le Rwanda doit venir agresser un grand pays et puis qui n'a même pas de ressources. Où est-ce que le Rwanda tire l'argent pour aller du moins se donner beaucoup d'armes pour venir, et même l'argent. Alors, nous voyons aussi qu'en dehors ou derrière le Rwanda, il y a toute une communauté internationale qui est derrière ces petits pays. Et c'est pour cette raison que la guerre perdure longtemps. En dehors de cette convoitise des minéraux, que toutes ces compagnies-là multinationales convoitent, et ils passent par derrière, par les dos du Rwanda pour venir massacrer la population et pour venir nous mettre à genoux. Voilà à votre question de dire est-ce que la paix est possible? Oui, la paix est possible, mais à condition que ces acteurs-là, qui sont les acteurs externes, quittent sans condition le territoire congolais. Et d'ailleurs, donc vous le dites, il faudrait une plus grande aide des pays internationaux. Et est-ce que, par exemple, vous avez un aspect du conflit peut-être qui est mal compris ou mal représenté par les médias qu'il faudrait éclaircir? Évidemment, tous les médias occidentaux ne présentent pas la situation de la même façon que la situation devait être présentée. Et mon collègue tout à l'heure a parlé de l'implication de la communauté internationale. On voit que tout ce qui est communauté et médias internationaux, lorsqu'ils rapportent la situation au Congo, c'est d'une façon erronée. Et peut-être la façon dont les pays pour lesquels ils servent, ils dictent la ligne éditoriale, nous ne savons pas. Et nous ne comprenons pas pourquoi on peut mentir aux gens que c'est les Congolais qui massacrent les Rwandais au moment où les rapports du Conseil de sécurité démontrent qu'il y a la présence de militaires rwandais au Congo. Et les médias ne les rapportent pas, évidemment, de cette façon-là pour démontrer que c'est les Rwandais qui ont ces militaires au Congo. C'est pour ça que la guerre existe au Congo. Il n'y a jamais eu la guerre au Rwanda. Pourquoi la guerre existerait-il au Congo? Pourquoi les militaires rwandais sont au Congo s'ils ne combattent et ils ne combattent pas? Pourquoi les Rwandais est devenu le premier exportateur de coltan au moment où il n'y a pas un seul coltan dans le sol rwandais? Et tout cela, c'est les choses que nous ne comprenons pas comment les médias ne peuvent pas rapporter la vraie information. Et pour l'avoir, c'est question de se référer aux sources locales de la République démocratique du Congo ou
ici au Canada, nous contacter, nous, comme vous le faites aujourd'hui, pour que nous, on vous donne l'information parce que nous voyageons au Congo, nous parlons avec nos familles au Congo et nous avons l'information la plus sûre et la plus directe possible. Et je pense aussi qu'il faut vraiment vous remercier du fait que vous avez cherché à parler aux Congolais pour qu'ils vous donnent vraiment cette information. Et je pense que si tous les médias, si tous les journalistes, que ce soit canadiens, américains, français, belges ou britanniques, s'ils pouvaient se référer, comme du moins le vice-président vient de le dire, à la source, ça pouvait changer le cours de l'histoire. Mais puisque les médias ne rapportent que ce qui est favorable aux pays agresseurs, évidemment, comme on dit, l'histoire a toujours été écrite par le vainqueur. Parce que les Congolais, dans le contexte actuel, nous sommes vaincus. Alors, puisque nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Donc, nous pouvons dire qu'évidemment, s'il y a d'autres journalistes comme vous, eh bien, ça serait très réconfortant pour les Congolais ou pour les Canadiens d'origine congolaise de voir qu'au moins leur point de vue, leur parole aussi est aussi rapportée véridiquement, tel que comment ils se sentent, comment ils vivent cette situation-là d'humiliation, de mort et toutes sortes, du moins toutes sortes d'histoires qu'on ne peut pas faire dans le 21e siècle où on parle que les droits humains doivent être pris en compte dans toute situation. C'est toutes les questions que j'avais à poser, mais vraiment c'était complet, merci beaucoup. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose d'autre à rajouter, un point que vous voulez mentionner ou... Moi, je voudrais vous remercier encore une fois, mais évidemment, de continuer à appeler notre pays, le Canada, de peser de tout son poids, parce que c'est un pays qui a une historique de passivité, et c'est grâce au Canada qu'on a créé les casques bleus. Et on veut que le Canada pèse de tout son poids pour que cette agression du Canada, du Rwanda, cesse au Congo. Et le Canada a des relations avec le Congo, il a des relations avec le Rwanda. Nous n'en voulons rien de sa relation avec le Rwanda, mais nous ne voulons pas que notre pays de nationalité soit des mèches avec l'agresseur du pays d'où nous venons. Nous vivons ici, nous payons les taxes, nous sommes citoyens canadiens, nous avons le droit aussi de savoir comment notre pays de nationalité se comporte avec notre pays d'origine. Et c'est à cela que nous appelons les autorités canadiennes, au-delà de suivre tout ce qui se donne dans les médias, qui est beaucoup erroné, avec des tournures qui font cacher la vraie vérité, de venir soit nous rencontrer et confronter les informations, parce que je vous assure, nous, depuis, on cherche à rencontrer beaucoup plus les ministres ou les premiers ministres pour l'exprimer notre desiderata, on n'a jamais eu l'occasion. Donc, nous regrettons quand même, mais nous apprécions que tu nous donnes la voix aujourd'hui pour exprimer notre point de vue. Et on peut dire que, comme dernier mot, au nom de toute la communauté congolaise du Canada et à toute la diaspora congolaise ici au Canada, en tout cas, nous vous disons merci. Et nous pensons que ça ne sera pas la dernière ni la première. Alors, on espère qu'à un certain moment, nous sommes toujours ouverts. Vous avez déjà nos canaux de communication. Alors, à tout moment, si vous connaissez aussi d'autres journalistes qui veulent nous contacter, filez-les nos informations. Nous sommes disponibles. Et une fois de plus, en tout cas, au nom de toute la communauté congolaise du Canada, merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir accepté, ça me touche vraiment ce que vous dites. Et merci beaucoup. Et ouais, si jamais mes collègues ou j'ai d'autres questions sur ça, je vous contacterai. D'accord. Merci. Merci beaucoup.